À la une de l'actualité ce soir, la fin de la guerre de leadership au Congrès pour la démocratie et le progrès. C'est finalement Edi Komboibo qui dirigera le parti jusqu'au prochain congrès en mai prochain. Pendant ce temps, à l'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail, il n'y a pas eu de querelle autour de la désignation du président. Issa Anatole Bonkungu, député maire de l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou, un transfuge du CDP, vient d'être élu président du parti à l'issue d'un congrès extraordinaire. Dimanche politique, réactions et commentaires à suivre dans cette édition. Et dans cette édition également, le gouvernement solidaire avec les sinistrés à la suite des inondations hier dans la ville de Kongoussi dans le BAM. Plus d'une centaine de personnes touchées et qui ont reçu de l'aide du CONASUR. La composition dans ce journal. Et dans ce journal, les mesures du gouvernement burkinabé pour atténuer la flambée des prix des céréales cette année. Des boutiques de vente de prix à prix social pour les vulnérables sont ouvertes dans les régions qui connaissent un déficit céréalier. Mais comment accéder à ces produits? Comment éviter la spéculation autour de cette activité? Comment rassurer les populations concernées? Le directeur général de la SONAGES est l'invité de cette édition. Il viendra répondre à nos questions. En culture, la 14e édition du Festival international des masques et des arts de Dédougou bat son plein depuis hier dans la cité de Bankoui. Cette année, le festival invite à la réflexion sur la valeur ajoutée des festivals aux industries culturelles. Mais c'est surtout le spectacle qui sera donné à voir par les masques venus de la sous-région et de l'intérieur du Burkina qui sera le plus édifiant. On en parle dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, le président du FASO est rentré de Bruxelles en début d'après-midi ce dimanche où il a pris part à une rencontre au sommet pour le financement de la force conjointe du G5 Sahel. Aux côtés des autres chefs d'État du G5 Sahel, le président Roch-Marc Christian Kaboré a plaidé pour accélérer sans tarder l'opérationnalisation de cette force. Lui et les autres chefs d'État ont aussi réussi finalement à mobiliser des annonces environ 410 millions d'euros pour la force conjointe. Roch-Marc Christian Kaboré revient sur le bilan de son voyage. On l'écoute au micro de Frédéric Etienne Bassenga. Je dois pouvoir dire que c'est la première fois que nous avons constaté que tous les chefs de gouvernement et les présidents européens étaient quasiment présents à cette rencontre, y compris d'autres pays comme les Émirats, l'Arabie Saoudite, la Chine, etc. Donc c'est une réunion qui s'est très bien déroulée et je pense qu'on peut tirer 3 ou 4 enseignements de cette rencontre. La première, c'est que tout le monde est conscient que la question du terrorisme au Sahel n'est pas simplement une question, je dirais, régionale. C'est une question qui a des répercussions sur l'Europe. C'est une question qui doit être prise en compte dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au niveau mondial. Parce que d'ores et déjà, comme vous voyez, l'immigration, etc., sont des questions qui sont déjà concrètes sur le terrain. Le second aspect également que on peut tirer de cette rencontre, c'est que cette rencontre a permis de mobiliser, je dirais en termes d'annonces, 414 millions d'euros sur 423 qui étaient recherchés. Là également, nous avons salué l'action des différents pays et des différentes institutions, mais nous avons noté qu'entre, je dirais, les déclarations d'intention et les actes concrets, il y avait quand même un don qui se passe et que cela était préjudiciable, je dirais, au combat sur le terrain qui sont menés par les hommes. Donc de ce point de vue-là, l'engagement a été pris que toutes les formules, je dirais, les dispositions administratives qui sont lourdes et qui font traîner, on va mettre fin à ça de manière à ce que, évidemment, les 414 millions de dollars puissent être mis à disposition, je dirais, la force conjointe le plus rapidement possible. Quatrième aspect, c'est comment assurer la pérennité du financement du G5 Sahel. Ces 5 000 hommes. Là également, le plaidoyer a été fait encore une fois pour que la force conjointe puisse être mise sous mandat de l'ONU, notamment de manière à ce que, évidemment, elle puisse non seulement avoir le financement
pour l'acquisition du matériel, mais également pour, je dirais, le paiement des hommes qui constituent cette troupe également sur le terrain. Parce que comme je l'ai déjà dit une fois, on l'a encore répété là-bas, c'est que nous ne pouvons pas avoir des forces combattantes qui sont sous-payées par rapport aux forces des Nations Unies, et notamment d'aménagement qui se trouvent sur le terrain. Donc là également, c'est une question qui a été évoquée et nous continuons donc de préparer au niveau de l'ONU pour être sous mandat de l'article 7 de manière à pouvoir bénéficier de la pérennité donc, du financement de la force. Profitant de son séjour Bruxellois, le président du Faso a rencontré 4 personnalités avec qui il a discuté de divers sujets d'intérêt pour le Burkina. Le point avec Frédéric Etienne Bassenga. Le président du Faso a accordé 3 audiences durant son séjour bruxellois. Roch-Marc Christian Kaboré s'est entretenu avec Jean-Pierre Lacroix, le chef de département des opérations de paix, responsable au Mali et soutien du G5 Sahel, et le représentant de la MINUSMA, Saleh Natif. Ils sont venus rendre hommage aux soldats burkinabés qui constituent le plus grand contingent militaire au sein de la MINUSMA, mais pas seulement. Cet entretien a été aussi l'occasion de dire le soutien résolu des Nations Unies à l'initiative du G5, une initiative courageuse, une initiative très forte pour lutter contre le terrorisme. Nous sommes félicités des résultats de la conférence internationale sur le haut niveau sur le G5 Sahel. Roch-Marc Christian Kaboré a également reçu Makta Diop, le vice-président Afrique de la Banque mondiale. Les 2 hommes ont échangé sur les projets financés par la Banque mondiale au Burkina. Pour l'IDA 18, qui est la nouvelle phase des fonds de la Banque mondiale pour les pays les plus pauvres, nous avons 961 millions de dollars qui iront au Burkina. C'est une augmentation significative comparée aux années antérieures. Cela est dû à quoi? Cela est dû à la bonne gestion macroéconomique que nous avons pu enregistrer au cours des dernières années, et ce, en dépit des chocs exogènes qui ont été liés notamment à la crise terroriste et aux attaques terroristes. Le fait que nous avons au niveau des indicateurs sociaux des progrès qui ont été enregistrés, une volonté à travers le programme national de développement d'insister et d'investir dans le secteur de l'agriculture, dans les secteurs sociaux. Le pôle de Bagré est connu non seulement au Burkina, mais aussi a été un projet que nous avons tenté de mettre en place dans d'autres pays parce que nous voyons l'impact qu'il a eu sur les populations les plus pauvres. Pierre Ouedraogo, le délégué des Burkinabés de Belgique, des Pays-Bas, du Danemark, de l'Irlande et du Luxembourg, est aussi venu remercier le président du Faso pour sa vision en rapport aux Burkinabés de l'extérieur. Je tenais déjà à le remercier pour le ministre propre au Burkinabé de l'étranger que nous venons d'avoir, exprimer toute notre reconnaissance et puis le remercier aussi pour la disponibilité qu'il a de recevoir les Burkinabés chaque fois qu'il est à l'étranger. En politique, la guerre des leaderships au Congrès pour la démocratie et le progrès va-t-elle connaître enfin son épilogue? Pour l'instant, le bureau politique au cours d'une rencontre a tranché. C'est finalement Edi Komboibo qui dirigera l'ancien parti au pouvoir jusqu'au prochain congrès prévu en mai 2018. Daouda Ouattara et Pascal Kané reviennent sur l'ouverture de cette rencontre. À 2 jours de l'ouverture du procès du putsch manqué impliquant certains ténors du CDP, les membres du bureau politique national de ce parti tiennent à afficher leur unité. Ils veulent aborder le procès en rang serré, surtout que le parti est secoué depuis un certain temps par des rivalités au sommet. Une crise que le président par intérim reconnaît, mais estime que c'est une preuve de vitalité et de démocratie interne. C'est une session qui se veut être très décisive dans la mesure où elle mettra un terme à beaucoup de discussions, de débats fort nourris sur une question qui, somme toute, doit avoir un dénouement statutaire et un dénouement au sein de nos instances. C'est l'instance appropriée pour résoudre la question de la direction et de la gouvernance du parti. Et nous sommes sûrs que de cette instance sortiront les conclusions
qui pourront nous permettre de continuer dans la sérénité le travail d'animation de la vie politique nationale et la préparation, si préparation il reste encore, de ce procès qui nous attend et qui concerne beaucoup de nos camarades, dont les tout premiers responsables du parti. Cette 61e session est donc déterminante puisqu'elle permettra aux membres du bureau politique national d'examiner les propositions du bureau exécutif. C'est également l'occasion pour eux de découvrir le contenu d'une lettre envoyée par les fondateurs du parti. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas savoir ce qu'il y a dedans. C'est une commission que j'ai transmise. Lorsque nous avons été à 3, le président Eddy, le président Léonce Koné et moi, il nous a dit de transmettre ses salutations à nos militants. C'est ce que j'ai fait. Dans une lettre qu'il a adressée au bureau politique national, donc le bureau politique national est là, on va découvrir la lettre ensemble, on va la lire et on va prendre en compte le contenu. Pour le reste, le CDP a donné sa lecture de l'actualité nationale et estime que le progrès promis n'est toujours pas au rendez-vous. C'est pourquoi ils espèrent sortir grandis de cette session pour aller à la conquête du pouvoir d'État. À l'Organisation pour la démocratie et le travail ODT, le choix d'un nouveau dirigeant s'est fait apparemment sans difficulté. Et c'est désormais Issa Anatole Bonkungu, député maire de l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou, un tranche-fût du CDP qui vient d'être élu président du parti à l'issue d'un congrès extraordinaire tenu ce week-end à Ouagadougou. Les détails avec Zoubaviel David Abiré. Issa Anatole Bonkungu, nouveau président de l'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail. C'est l'un des actes forts de ce congrès extraordinaire du parti qui se tient depuis ce samedi. Le nouveau dirigeant est porté à la tête du parti devant des militants venus des 4 coins du Burkina. Désormais, il est le chef d'un bureau exécutif national fort de 39 membres. Un bureau aux allures d'équipe de combat pour les joutes électorales de 2020. Ce n'est pas à la veille d'une bataille qu'on doit engraisser son cheval. Nous ne devons pas attendre 2020, ça je le dis ouvertement, pour renouveler nos instances et aller dans la bataille. Ce deuxième congrès extraordinaire de l'ODT est aussi l'occasion de relire les textes régissant le parti et sensibiliser la base sur sa prise de conscience qui implique la responsabilité des dirigeants. Vous ne passerez pas une journée tant qu'on ne vous dise « Ah, ici on a barré une route, par là il y a une situation, on est en train de scinder de pneus par là ». Je crois qu'au niveau de la base, il faut que les gens prennent conscience. Au niveau du sommet également, il faut une gouvernance vertueuse. Membre de la majorité présidentielle depuis 2015, l'ODT est un parti dont l'idéologie est et reste la social-démocratie selon ses responsables. Pour l'équipe dirigeante sortante, le nouveau président hérite d'un parti qui aura fait ses preuves en termes de mobilisation et d'acquis politiques. Donc à partir de 2012, dans la province d'Ibam, on a eu un député et 48 conseillers. Transfuge du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le nouveau président de l'ODT, Issa Anatole Bonkungu, est député maire de l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou depuis juin 2017. Dans l'actualité ce soir, la ville de Kongoussi dans le BAM sinistrée après les pluies du 23 février dernier. Plus d'une centaine de personnes sont touchées par ces inondations et ce dimanche, le CONASU, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, est allé assister les personnes affectées avec des vivres et du matériel de première nécessité. Le point complet avec Moumouni Soubega. 24 heures après la grosse pluie tombée dans la nuit du 23 au 24 février, le secteur 1 de la ville de Kongoussi porte encore les stigmates. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont considérables. Au nombre des victimes, le premier adjoint au maire de la ville de Kongoussi. C'est au petit matin, ma première fille est sortie, elle a vu l'eau au niveau de la terrasse. Elle est revenue que papa, il y a de l'eau. On s'est levé précipitamment. On a pu faire ce qu'on devait faire. On a creusé des rigoles pour faire partir l'eau. Donc c'est ça qui nous a sauvés un peu. J'ai reçu l'eau dans ma cour à peu près à une hauteur de 80 cm. Ce sont au total 106 personnes, dont 22 foyers, qui sont affectés. Ce 25 février, les responsables du département en charge de la femme, de la solidarité nationale et de la famille ont dû dépêcher une équipe sur place. C'est une délégation conduite par le directeur du cabinet du ministre qui vient constater les dégâts et apporter du réconfort aux familles sinistrées. 89 mm de pluie ont suffi pour troubler la quiétude des habitants de Kongoussi.
Mais beaucoup pointent plutôt du doigt l'une des entreprises chargées du bitumage d'un lot sur l'axe Kongoussi-Kibo. Même en fin de saison hivernale, j'ai reçu l'eau là ici à peu près à une hauteur de 2 mètres. J'étais le seul à aller me plaindre au niveau de la police. Personne ne m'a suivi. J'ai été à leur siège leur dire. Le technicien qui a été obligé hier de faire venir la machine pour déboucher un peu le passage. L'entreprise a été interpellée et il n'y a pas très longtemps, Madame le gouverneur de la région du Centre-Nord était ici pour constater l'état d'avancement des travaux. Donc, il s'est trouvé que l'axe, la portion de 16 km Kongoussi-Yargo connaissait des difficultés en termes d'exécution et Madame le gouverneur a eu à attirer l'attention de l'entreprise. A écouté le contrôleur en charge de ces travaux-là. Il se trouve qu'à ce jour, après le passage de Madame le gouverneur, les travaux n'ont pas évolué. Après avoir visité quelques familles sinistrées, la délégation du département en charge de la solidarité nationale à travers le CONASUR a remis un don composé de vivres et autres équipements. Une façon pour le département de Marie-Laurence Marchal-Ilboudo de soulager ces personnes affectées. Cette quantité a été estimée pour prendre en charge 120 personnes. Et suivant les normes internationales, à raison de 400 grammes de céréales par personne et par jour. Et donc nous avons évalué pour une assistance de 3 mois que nous avons apportée aux sinistrés. Tous ces bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance aux plus hautes autorités pour la promptitude de leur réaction. Cependant, ils émettent le vœu que l'entreprise achève vite les travaux avant l'installation de la saison pluvieuse afin de les épargner d'une telle situation à l'avenir. Autre titre de l'actualité, les mesures du gouvernement pour atténuer la flambée des prix des céréales cette année. Des boutiques de vente de céréales à prix social pour les vulnérables sont ouvertes dans les régions du pays et qui connaissent un déficit céréalier. Notre équipe à Faran Gourma s'est intéressée à la situation dans la région de l'Est, une région qui fait partie des régions déficitaires. Nos reporters, selon nos reporters, les prix de sacs de 100 kg de maïs, par exemple, aussi entre 16 000 et 22 000 francs CFA. Selon les magasins, une situation qui n'est pas forcément pour plaire aux consommateurs. Lazare Sanou. Les céréales constituent la base alimentaire de la plupart des ménages au Burkina Faso. Mais en cette période de l'année, mil, sorgho et maïs se font déjà rares sur le marché. Conséquence, les prix connaissent une hausse. Et du pieni. Le petit mil, il revend ça le sac à 100 kg à 21 000. Le sorgho blanc, ça c'est 18 000. Le maïs à 16 000 à 100 kg. Le prix du sac, c'est 22 000. On paye à 20 000 et on revend à 22 000. Par rapport à l'année passée, c'était 500 le plat. Cette année, c'est 550. S'il vient, c'est compliqué. Il veut payer ça à 500, mais ça n'arrive pas. Des prix qui varient d'une boutique à l'autre. La direction régionale du commerce en fait le constat. Mes services relèvent chaque semaine les prix des produits de grande consommation et même les stocks. À la date du 19 février, les sacs de 100 kg 10 000 était donc de 22 500. Pour le sorgho, c'est 19 000. Le maïs, 17 500. Par rapport à la même période de l'année dernière, on note une augmentation de 25% pour le maïs, 22,5% pour le sorgho et de 21% pour le petit mil. Une volatilité des prix des céréales qui ne fait pas les affaires des consommateurs. L'année passée, j'ai payé le sac. Parce que cette année, ça ne va pas partout là que je viens mesurer le plat. Et je pensais que c'était 500 le plat. J'allais prendre les 10 plats. Bon. À ma grande surprise, la bonne dame me dit que c'est 550 le plat. Et c'est bien vrai qu'il n'y en a pas, mais on demande aussi ceux qui nous revendent là, ils n'ont qu'à aller vraiment à un prix abordable pour nous. C'est vrai, il n'y en a pas, ils n'ont qu'à aussi voir la situation de la vie d'abord. Ce faible approvisionnement du marché est dû au déficit céréalier consécutif à la mauvaise saison pluvieuse.
Et des mesures sont prises au niveau de l'État pour permettre à tous les citoyens de manger à leur faim. Vous ne pouvez pas aujourd'hui exporter le mil, le sorgho, le maïs sans autorisation préalable du ministre en charge du commerce. D'un autre côté, le gouvernement a pris des mesures pour ravitailler les magasins de la SONAGES. Des mesures qui sont très attendues par les citoyens ici à Fadangourma, car beaucoup redoutent déjà la période de soudure qui se profile. Alors pour aller plus loin, nous sommes avec le directeur général de la SONAGES, la Société nationale de gestion des stocks de sécurité, Monsieur Aimé Roger Kaboré. Bonsoir et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir à vous, bonsoir à vos téléspectateurs. Alors, vous l'avez vu du constat fait par nos équipes dans ce reportage, on retient une hausse déjà de 25% des prix de vente des céréales sur le marché. C'est un peu partout la situation dans les régions déficitaires. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Il y a lieu de s'inquiéter. Non, au fait, tout porte à croire que cette année, quand même, nous partons dans les mois à venir vers des situations alimentaires assez difficiles pour certains de nos concitoyens. Du reste, déjà lors du bilan provisoire en octobre donné par le CPSA, il était déjà visible que 17 provinces étaient déficitaires, 83 communes étaient des communes à risque, et que sais-je encore. Mais ça, c'est une situation, effectivement, qui ne nous surprend pas trop, mais des mesures sont en train d'être prises, justement, pour y remédier. Justement, parlez-nous de ces mesures, puisque la SONAGES fait partie de ce dispositif. Alors, pour ces mesures, la SONAGES fait partie de ce dispositif, et la SONAGES, cette année, a prévu accroître le nombre de ses boutiques témoins de 138 à 250 boutiques témoins pour effectivement couvrir la totalité des communes à risque et effectivement dans d'autres communes traditionnelles où elles étaient déjà. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà identifié 196 communes et le restant des communes pour atteindre les 250 se fera lorsqu'on aura le résultat définitif de la campagne auquel nous allons accéder très bientôt. Pour maintenant les dispositions, il faut se dire que l'intervention de la SONAGES est une intervention d'appoint. La SONAGES ne pourrait pas compenser en totalité le manque à gagner dû à cette mauvaise pluviométrie dans un ménage agricole. Étant dit que c'est un apport d'appoint, il va falloir effectivement qu'il y ait des efforts conjugués pour pouvoir faire face à cette situation. Et dans ces efforts conjugués-là, je pense notamment au renforcement de la résilience endogène même au sein de ces populations-là, avec des initiatives. Je pense aussi au fait que ces communes peuvent aussi adresser des requêtes en soutien alimentaire à des partenaires, les ONG et les associations qui sont dans ces communes-là. Ce qui concerne l'intervention de la SONAGES, nous allons dire qu'effectivement, nous avons l'impression qu'elle atteint son niveau de soutenabilité limite. Pourquoi? Parce que nous avons constaté un phénomène qui s'est greffé justement à notre opération depuis un certain temps, qui est la volatilité aussi de nos stocks. Les stocks aussitôt déposés dans nos boutiques, à peine 24 heures après, vous n'avez plus de stock. Mais est-ce que vous disposez suffisamment de stock pour vraiment aider ces plus pauvres à accéder aux céréales à prix social? Je dirais oui. Les stocks, actuellement, nous disposons d'à peu près 30 000 tonnes de céréales pour ces interventions-là, mais nous nous approvisionnons au fur et à mesure. Je me dis que d'ici un certain temps, il y aura des approvisionnements complémentaires qui vont permettre justement d'aller justement à la rescousse de ces populations en difficulté. Oui, mais, monsieur le directeur, et les points de vente, vous les appelez plus boutiques témoins, mais ils changent de nom. Oui, nous les appelons plus boutiques témoins, ils changent de nom, ils sont désormais
des points de vente de céréales aux personnes vulnérables. Ceci a sa signification. L'appellation boutique avait tendance à faire croire que toute personne était éligible dans ces boutiques-là. Non. Nous, notre cible, disons-le clairement, s'adresse aux personnes vulnérables. Et lesquelles personnes vulnérables sont habilitées à venir s'approvisionner au sein des points de vente de céréales au niveau de la SONAGES. Et il y a aussi le fait que les prix qui sont pratiqués, certainement ne sont pas les mêmes prix que sur le marché. À combien vous cédez vos sacs? Absolument. Et les prix que nous pratiquons dans nos points de vente sont des prix fortement subventionnés. Figurez-vous que le sac de maïs le sac de maïs de 50 kg coûte 6 000 francs. Comparativement au marché, vous venez de voir tout de suite, on vous donnait des sacs à 18 000. Entre 16 000 et 16 000 et 22 100 kilos. De 100 kilos. Nous avons en plus l'avantage d'avoir un prix constant sur toute l'année. Quelle que soit la période de l'année, nos prix sont toujours les mêmes pour toujours permettre aux personnes vulnérables de pouvoir avoir accès de façon équitable aux céréales. Mais comment faire pour qu'il n'y ait pas la spéculation autour, que les sacs de la SONAGES ne se retrouvent pas chez le commerçant Aladi Boukaré, par exemple? Oui, exactement. Alors, sur ce plan, je crois que la contribution et la participation des maires étaient un peu mitigées. Nous avons donc décidé, lors d'un atelier qui a eu lieu tout récemment en janvier, effectivement, d'impliquer les maires dans justement la gestion de ces boutiques témoins-là. Ceci permettrait effectivement aux maires de prendre des dispositions pour créer une veille citoyenne autour de ces boutiques témoins. Et nous avons aussi la Ligue des consommateurs qui s'engage à nous appuyer dans ce sens, l'un dans l'autre faisant que, effectivement, nous allons progressivement parvenir à enrayer ce phénomène d'accaparement des produits de nos boutiques témoins qui se retrouvent dans des endroits qui ne sont pas celles que nous prédestinons dès le début. Donc vous rassurez les populations que les populations vulnérables auront effectivement accès à ces céréales dans vos points de vente? Oui, nous pourrons rassurer les populations si ces distorsions-là dont je parlais étaient aménisées. Parce que, voyez-vous, ça fait de telle sorte que notre intervention, notre opération est biaisée. Mais que les populations sachent elles-mêmes que c'est elles qui doivent être à l'avant-garde, justement, de la préservation de ce qui leur est attribué comme céréales. Qu'elles sachent elles-mêmes que c'est elles qui doivent faire de façon à ce que les céréales ne se retrouvent pas dans des lieux de commerce. C'est d'abord leur bien. Et deuxième chose que je voulais ajouter, nous avons déjà une périodicité d'approvisionnement. Désormais, nous allons approvisionner les boutiques témoins à 1 mois. 1 mois d'approvisionnement, ça interpelle les bénéficiaires parce que si les stocks se volatilisent dans l'immédiat, eh bien, il va falloir attendre 1 mois encore pour ceci. Donc, va les amener à avoir le réflexe de mieux regarder, surveiller leur stock. Okay. Merci à vous, M. Roger Aimé Kaboré. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la SONAGES et vous êtes venu nous parler des mesures du gouvernement burkinabé dans le but d'atténuer la flambée des prix des céréales et de les rendre accessibles aux plus pauvres. Merci d'être venu. Merci. Dans la suite du journal, on s'intéresse au marché de poissons fumés sur les rives du fleuve Sourou, une activité qui occupe les femmes de la localité qui se sont spécialisées dans la technique de fumage. Marguerite Douagneau. À Di, dans le Sourou, la journée des femmes commence aux aurores. C'est à l'aube qu'elles se rendent au bord du fleuve pour acheter le poisson avec les pêcheurs burkinabés et maliens, les bozos. J'achète le poisson à Thomas Hill et ici même à Di. J'en prends également avec les bozos du Mali et d'ici. Je fume une partie du poisson pour le vendre au Djoula les jours du marché. Et l'autre partie, je la vends à des Dougou et même à Bobo du Lasso quand j'en ai beaucoup. C'est en période de chaleur qu'il y a assez de poissons. Il y en a tellement que nous avons des difficultés à écouler les stocks.
Et une fois le poisson à la maison, il faut le laver et le nettoyer. Ce sont les étapes indispensables pour avoir un très bon poisson fumé. Nous allons chercher le poisson avec nos vélos au bord du fleuve avec les pêcheurs maliens. Une fois à la maison, avec nos enfants, nous nettoyons et lavons le poisson avant de le mettre dans le fumoir. Nous sommes à Niassan. Ici, fumer le poisson est la principale activité des femmes. Voici pour vous les étapes nécessaires pour obtenir un bon résultat. Une fois les poissons dans le fumoir, nous mettons le feu et laissons fumer tout doucement. Nous avons plusieurs couches de grillage dans le fumoir. Au bout de quelque temps, 2 heures au moins, nous retournons les poissons et procédons ainsi plusieurs fois en diminuant le feu au fur et à mesure. Et le lendemain matin, c'est prêt. Il faut donc 24 heures pour fumer les gros poissons. Pour les carpes, une journée suffit. Du temps et de la patience, ce sont les éléments essentiels pour bien fumer le poisson. Et si le poisson fumé coûte plus cher que le poisson frais, la raison est toute simple. Pour obtenir 1 kg de poisson fumé, il nous faut 3 kg de poisson frais quand ce sont les gros poissons tels que les silures. Mais pour les carpes, c'est différent. Il faut beaucoup plus de 3 kg pour obtenir 1 kg. Le poisson ainsi prêt est vendu au marché du village, mais c'est surtout sur celui de Di qu'il y a de bonnes affaires à faire. Les crocodiles sacrés de Salamboré sont pour le Koulpéogo, ce que les crocodiles sacrés de Sabou sont pour le Boulkiemdé. Cependant, ces derniers temps, l'assèchement de la mare du village de Salamboré, l'habitat naturel des reptiles, menace l'espèce de disparition. Et pourtant, ces crocodiles constituent le totem du village. Les notables sont donc désemparés de la situation. Mamadi Ouedraogo est allé faire le constat pour nous. La mare aux crocodiles sacrés de Salamboré dans la province du Koulpéogo connaît aujourd'hui un précoce tarissement. Conséquence, ces espèces intégralement protégées par la loi faunique du Burkina Faso se trouvent dans un univers exposé. Ils sont donc menacés de disparition si rien n'est fait. Malgré la protection de soi-disant totem de cette catégorie de communautés qui vit là-bas, le braconnage est présent et menaçant. Souvent, c'est des animaux blessés. On arrive à trouver qu'effectivement, bon, voilà, il est atteint par une balle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une régression progressive de cet animal qui mérite en tout cas une protection particulière, sans quoi, en tout cas, elle sera appelée à disparaître à jamais. Réalisé dans les années 1980 par une mission catholique, cet ouvrage est l'unique point d'eau dont dispose la zone. Espèce de vénération pour les habitants, ces reptiles sont considérés comme des esprits protecteurs. Nous sommes contre l'abattage de ces crocodiles car c'est notre totem. Ils ont le pouvoir d'exaucer nos vœux, notamment en cas de maladie ou d'un quelconque malheur dans le village. Dépassés par la situation, ces paysans ne savent plus à quel saint se vouer. Tout cet espace était rempli d'eau et ne tarissait pas. Mais ces dernières années, la mare est partie à vue d'œil. Vous voyez, d'ici à 20 jours, il n'y aura plus d'eau. Même nos bétails souffrent et les crocodiles se cherchent. Et souvent, d'autres meurent de faim et on les enterre. Les notables de Salamboré estiment que près d'une centaine de reptiles vivent dans cette mare. Sa réhabilitation contribuera ainsi à booster l'économie du village et à participer à la prospérité des habitants de la commune de Niondé. Le gouvernement burkinabé et ses partenaires sont alors interpellés à préserver et à valoriser ce patrimoine faunique et culturel dans la région du Centre-Est. 100 000 enfants âgés de 0 à 15 ans dans le Sahel ont bénéficié d'actes de naissance. C'est le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation
avec l'appui de son partenaire UNICEF qui est à l'origine de cette opération. Des détails avec Lazare Sanou. Par cet acte, Bourema Diko reçoit son acte de naissance. Comme lui, ils sont 100 000 enfants du Sahel âgés de 0 à 15 ans à bénéficier de cette opération. Une activité rendue possible grâce au concours de partenaires. Par le mandat de l'UNICEF, la protection des enfants vient en premier. Et l'octroi des attestations des actes de naissance aux enfants fait partie de cette priorité pour nous. Il est déplorable de constater que de temps en temps, on a des enfants qui n'ont même pas de nationalité parce qu'ils n'ont pas de documents attestant d'où ils viennent, de quels parents ils sont nés et comment ils sont. Une volonté que le gouvernement a inscrite dans le programme d'urgence pour le Sahel. Toute chose qui va favoriser une prise en compte de la composante démographie dans les activités de développement. Chaque enfant qui naît puisse avoir ce document précieux que l'acte de naissance. C'est ça qui justifie juridiquement son existence, qui fait qu'il est différent. Par exemple, même les montagnes ont des noms, parce que ça va lui permettre d'avoir un nom. Ça va permettre donc aux statistiques nationales d'évoluer et d'avoir des données fiables pour les politiques publiques de développement. Invite est donc faite à tout parent de déclarer systématiquement toute naissance pour une meilleure gestion des ressources humaines au Burkina Faso. C'est fini pour le 3e congrès de l'université Aube Nouvelle, des journées de recherche pour s'interroger sur des questions liées à la gouvernance des organisations en Afrique. Ce 3e colloque international a réuni des chercheurs qui s'intéressent à la thématique interdisciplinaire de la gouvernance. Pascal Canet. À la tribune, Isidore Kini annonce la clôture des travaux du colloque de l'université Aube Nouvelle. Un cadre d'échange entre enseignants, chercheurs et étudiants venus d'Afrique, d'Europe et des États-Unis. La 3e édition de cette biennale universitaire est riche en enseignements. Nous a donné l'occasion d'un échange avec les collègues burkinabés, avec les collègues venant d'autres pays africains, autour de la question de la gouvernance en Afrique. La gouvernance qui est une question fondamentale, importante, parce qu'elle permet de comprendre l'organisation des règles du jeu dans le fonctionnement des organisations africaines. Nous sommes comblés. La participation scientifique est sans commentaire. Nous avons vu ces éminents professeurs apporter le meilleur d'eux-mêmes pour le bonheur de la jeunesse africaine et burkinabé en particulier. Nous avons eu 56 communications. C'est extraordinaire. Et donc, le 4e, on va aller à 100. Durant les 3 jours de travaux sur la gouvernance, 2 tables rondes et 7 sessions publiques ont été tenues. Pour les étudiants, c'est une aubaine, même s'ils souhaitent quelques aménagements pour les éditions futures. Les différents professeurs qui sont venus de différentes régions du monde nous ont fait savoir qu'il est possible quand on veut quelque chose, quand on met la volonté. Donc nous, particulièrement en tant que doctorants, cela nous motive, nous encourage. Pour la prochaine fois, nous suggérons qu'on est à l'idée d'organiser une journée spéciale dédiée au doctorat. C'est en 2014 que l'Université Aube Nouvelle a initié cette rencontre internationale universitaire pour discuter des thèmes d'actualité. Et puis du spectacle de danse de masques. Dans ce journal, c'est parti pour la 14e édition du festival de masques de Dédougou. 300 masques de la sous-région et du Burkina donneront à voir pendant une semaine des spectacles attractifs de danse de masques. Il y aura également de la réflexion autour de la valeur ajoutée des festivals aux industries culturelles. Yacouba Goro. Des masques en fête devant un parterre de touristes. Nous sommes dans l'euphorie de la 14e édition du Festival international des masques et des arts de Dédougou, Festima. Une édition qui veut mesurer l'apport des festivals aux industries culturelles tout en restant un cadre d'expression des masques africains. Ce festival patrimonial du monde de la culture est aussi une initiative qui s'aligne derrière la vision du gouvernement burkinabé en matière de promotion culturelle pour un développement durable. Sur ces valeurs culturelles, c'est sur ces mythes, c'est sur ce qui fait notre être, c'est sur ce qui fait vraiment notre société, les fondements de notre société, que nous pourrons bâtir une société donc solide. C'est pourquoi
du ministre de la Culture est chargé, dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération du PNDS, d'identifier donc tout ce qui fait notre richesse culturelle, tout ce qui fait notre patrimoine culturel et de le valoriser. Le Festima 2018 regroupe des sociétés de masques venant de 6 pays de la sous-région et compte plus de 200 chercheurs. Et les festivaliers vont à travers cette fête culturelle admirer les parades et les prestations des masques, en plus des expositions des différents produits culturels et artisanaux. En attendant, les activités du Festival 2018 se poursuivent et la cérémonie de clôture du festival est prévue pour se tenir le 3 mars prochain. Nous sommes dimanche et dimanche sport de ce dimanche, c'est avec Lassina Sawadgo. Lassina, bonsoir. Bonsoir Fousseni Kindo. Aujourd'hui, on parle de sport pour ce week-end. En football, par exemple, on a joué la 18e journée et un match électriquement entre l'ASFA Yenega et l'AS Sonabel. Tout à fait, un match électrique, vous l'avez dit, hein, c'est pour cette 18e journée du côté du stade municipal Issoufou Joseph Konombo Fousseni. L'ASFA Yenega qui a le dos au mur avait droit véritablement de prendre les 3 points pour espérer, parce que derrière l'AS Police et Bobo Sport avaient fait des résultats. On va voir les images tout à l'heure. L'ASFA a bien commencé donc cette partie avec une ouverture du score par Cyril Nguessan à la 13e minute de jeu. On va voir l'ASFA Yenega qui a bien, comme d'habitude en jaune et vert. Ça ne va pas vous faire plaisir parce que vous êtes Stélis. Donc l'ouverture du score pour l'ASFA Yenega à la 13e minute avec Cyril Nguessan, qui ouvre le score et qui montre d'ailleurs la voie du succès aux jaunes et verts ce week-end. Malheureusement donc pour les poulains de la princesse Yenega, l'égalisation va intervenir à la 85e minute par Dibi Gauthier Béranger. Et bien sûr, un but qui a soulevé le courroux du public sportif du côté du stade municipal, qui n'était pas d'accord avec le but, estimant qu'il y avait hors-jeu. C'est Cheikh Omar Koné, l'entraîneur de l'ASFA Yenega, qui joue donc les pompiers de service ici. Un but partout entre l'ASFA Yenega et l'AS Sonabel. Il faut noter que le gros coup de cette 8e journée nous vient de Banfora, où l'ASB, l'URER du Faso Foot, est allé et dicter sa loi du côté du stade municipal en venant à bout de l'USCO sur le score de 1-0. La SCB donc consolide sa place de leader parce que Salitas et la Jeb Abobo du Lasso ont fait jeu égal de 2 buts partout. Le RCB par contre est venu battre l'USO du côté du stade de 4 sur le score de 1-0. Rappelons que je suis plus RCB que Stélis, comme vous l'aurez constaté avec cet habillement. Autant pour moi. Voilà. On va parler également de cyclisme avec Abdul Aziz Nitima, le roi du Grand Prix Coris Bank couru ce matin sur le boulevard Charles de Gaulle, oui, la capitale burkinabé. Oui, vous l'avez dit, c'est le roi depuis l'année 2018. Aziz Nikema plane sur l'eau, il était au championnat d'Afrique. Il a gagné donc le Grand Prix des 30 ans de 14, il y a déjà quelques semaines sur le boulevard Charles de Gaulle. Et il a réédité l'exploit, voici les images, ce matin du côté du boulevard Charles de Gaulle, en mettant sous l'éteignoir à Noufou Menungu. Aziz Nikema, sociétaire de l'Union sportive des forces armées, porte donc le maillot de leader à ce Grand Prix Coris Bank. Vous savez, Coris Bank a fêté ses 10 ans et c'est à cette occasion-là que la société a organisé cette course avec cette victoire de Aziz Nikema. Deuxième victoire pour le sociétaire de l'Union sportive des forces armées. Il empoche la somme de 500 000 francs CFA. Et il y a aussi les foulées de la paix sur l'avenue Kwame Nkrumah. Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, l'avenue Kwame Nkrumah qui a connu quand même quelques moments difficiles ces derniers temps. Et à l'initiative du réseau des médias pour la paix et le sport, section du Burkina Faso, on voit ici les images avec comme tout ce monde qui est sorti, donc malgré cette fine pluie qui est tombée sur Ouagadougou ce samedi-là, pour courir, pour montrer à la face du monde que nous voulons la paix et que les journalistes sont pour la paix. Le réseau, section du Burkina, a pour président notre confrère et collègue Mahamadi Ouena. Et voilà, le boulevard Charles de Gaulle, tu as connu du beau monde ce samedi matin. Oui, l'avenue Kwame Nkrumah, tout à fait. Merci. Et Lassina, juste très rapidement, qu'est-ce que le Yegere Gate? Ah oui, vous faites bien de le dire, le Yegere Gate, ce sont ces images que vous allez voir tout à l'heure, Fousseni Koundou. C'est une infrastructure sportive qui a été inaugurée
un samedi et 48 heures après Fousseni, voici le spectacle que cela nous donne. Une infrastructure qui a été inaugurée, s'il vous plaît, par 4 ministres de la République. Ils étaient présents à cette inauguration. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Fijan Dandinou, le ministre du Commerce, M. Aruna Kabore, le nouveau ministre des Sports, Daouda Azipiou, et puis bien sûr l'ancien ministre sur lequel d'ailleurs cette infrastructure a été réalisée, Taïrou Oubangré. 48 heures seulement après l'inauguration du côté de Bobo Dioulasso, voici le spectacle que cela nous donne, c'est le Yegere Gate. Ça nous a coûté la bagatelle somme de 200 millions de francs CFA, amis téléspectateurs, et voici le résultat. On ne vous dirait pas c'est qui l'entrepreneur, mais nous sommes à la recherche déjà de l'entrepreneur pour savoir comment un travail peut être fait dans ces conditions-là, et se dire que le ministère des Sports nous avait dit que ça doit être le prototype des infrastructures qui allaient être construites donc dans les autres sites où on doit pratiquer du sport. Et lorsque vous voyez cette infrastructure qui a été inaugurée il y a de cela quelques jours, il y a de quoi se poser des questions. On vous rappelle la somme, 200 millions de francs CFA que ça nous a coûté. Et on nous annonce que Gawa, avec la pluie qui est tombée le week-end, le stade municipal de Gawa est déjà trempé. Et dit que c'est le même entrepreneur qui a fait le stade de Kaya qui est dans un état calamiteux, le stade de Koudougou qui est dans un état désastreux, le stade de Dédougou qui est complètement désaxé. Il y a de quoi se poser des questions et il faut revenir, penser cette situation. Qu'est-ce que nous devons faire pour notre pays et non penser ce que nous devons nous-mêmes faire pour nos poches, à méditer, Fousseni Kendo. Affaire à suivre donc. Affaire à suivre. Demain au magazine, on en reparlera. Et on vous retrouve demain au magazine des sports sur le coup de 21h pour le développement de tous ces titres, mais aussi pour d'autres informations. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour un autre dimanche de sport. Toujours avec le même plaisir. Merci à vous, Lassina. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB et excellente reprise pour demain.